Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la lecture de la magie et l'hypnose de Papus. Nous en sommes au chapitre 5. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je vous rappelle qu'il faudra reprendre le livre du début dans la playlist, puisque là vous êtes en plein milieu du livre, voire plutôt le milieu bien passé. Voilà, donc reprenez le début, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et pour vous tous qui êtes là et qui m'accompagnez sur la chaîne depuis quelque temps, je vous remercie pour votre présence, votre suivi, pour les petits nouveaux, un petit coucou, un petit bisou et bienvenue sur la chaîne. Et je voulais aussi vous remercier pour les mails que j'ai reçus notamment cette semaine, comme quoi il y a des choses assez étranges parfois aussi, sans trop m'étaler. Et je voulais aussi vous dire, en ce qui concerne, il n'y a pas d'avancée spirituelle, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose vraiment à l'ancienne, vous voyez, l'époque un peu New Age. Combien de fois j'ai pu entendre, moi, dans ma jeunesse, ah, un tel, il est évolué, lui, il n'est pas évolué, moi, je suis plus évolué, lui, il n'est pas assez évolué, ou moi, je suis plus évolué que les autres, tout ce genre de choses. On a tous notre chemin et on va progressivement à la recherche de ce qui est nécessaire pour nous, et c'est tout. Il n'y a pas une question, on n'est pas dans un concours, on n'est pas dans un rythme scolaire, où il faut se comparer les uns aux autres. Je pense pas que ce soit l'idée. C'est vraiment chacun va vivre ses expériences au gré de ses besoins ou pas, tout simplement. Et il n'y a pas à jalouser ou se mettre en compétition avec un voisin. On est tous différents, on est parfois là pour d'autres raisons aussi. On est différents chacun des autres en termes de choses à faire, peut-être en termes d'origine. Donc, l'évolution ou pas les évolutions, je sais pas quoi vous dire. Je vous voyais cette semaine, alors sans trop divulguer, mais au niveau professionnel, une personne qui est très implantée dans le niveau de la spiritualité, qui est même reconnue au niveau national, que j'ai pu rencontrer cette semaine. Et au final, ce que je me rends compte, c'est que la personne, tout le long de la conversation, alors qu'on n'était pas du tout sur ce sujet, tout le long de la conversation, à parler d'elle. Moi je, et moi je, et moi je, et moi je, et je. Donc, et j'ai une autre personne qui était à côté et qui aide un petit peu cette personne-là, et qui me disait, oh, moi j'ai pas le degré d'évolution de un tel. On est tous différents, encore une fois. On n'a pas à se comparer. Justement, le problème, c'est que cette personne-là se sent inférieure en termes d'évolution par rapport à l'autre personne. L'autre personne qui a déjà une attitude, a priori, qui serait peut-être assumée. Mais en tout cas, on n'a pas eu d'ouverture. Et finalement, c'est marrant parce que c'est cette personne qui dit être moins évoluée que l'autre, qui a cette ouverture et ce regard sur l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous sentez de quoi je veux parler. Et souvent dans la spiritualité, sur des personnes qui arrivent sur un certain plan de connaissance ou autre, ont besoin en fait de se faire valider, même lorsqu'elles ont un renom. Alors pas pour toutes, mais une partie. Et ce qui est dommage, c'est quand vous voyez en fait, vous ressentez la personne au fond, et qu'au final, l'identité de la personne vient gâcher un petit peu ce rapport à la personne. C'est-à-dire que de vous-même, vous allez pouvoir avoir un ressenti sur la personne que vous avez en face de vous, on va dire dans le sens de l'âme. Et puis, le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a une rupture qui se met, puisque cette personne vient établir un fait sur le fait de mettre en avant qui elle est, et non pas qui elle est. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'elle représente dans la société, son identité, son étiquette. Or, dans certaines conversations, justement, la trouvaille, je pense à une autre personne qui est très très compétente aussi dans un milieu spirituel, où on peut avoir justement des facilités à communiquer, à échanger, où entre deux personnes, quand on en ressort, on se sent enrichi personnellement à l'intérieur de soi, vous voyez? C'est-à-dire que on ressort chacune avec des acquis d'une conversation. Et on est plus mûr, plus mature. On est grandi en fait de ces conversations. Parce qu'il y a eu un échange, il y a eu
une fusion, un moment d'idées, même si elles étaient peut-être pas sans arrêt complémentaires. Elles pouvaient être complémentaires ou peut-être pas toujours d'accord, mais c'est quelque chose qui a pu faire avancer les choses. Et malheureusement encore dans la spiritualité, je dis ça sans juger, on a des personnes qui sont aussi très compétentes, mais qui malheureusement restent, et plus elles avancent en fait, plus ça peut arriver que ce soit ça, qui reste dans cette identité d'étiquette, et qui a besoin pour se faire valider, d'afficher cette étiquette, plutôt que d'être soi-même et de laisser ressentir aux autres qui elle est vraiment. Voilà, donc je trouvais ça juste dommage et je voulais partager ça aujourd'hui. Et bon, après on est dans un monde qui est loin d'être parfait, et ce que je veux dire surtout, c'est que il faut pas se juger par rapport aux autres non plus, il faut pas s'évaluer par rapport en termes de compétences. Bien sûr, il peut y avoir des compétences plus ou moins élevées, mais tout dépend d'un certain temps, d'un certain niveau, d'un moment de sa vie. Il y a des moments où on sera plus doué d'une façon que de l'autre à un moment de sa vie. Des moments on va progresser, des moments on va faire une pause, tout simplement. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas à être plus ou moins évolué qu'un autre. Parcourez votre chemin, faites votre expérience, soyez qui vous êtes, par contre. Soyez qui vous êtes, et oui, parfois, on a besoin d'étiquettes, bien sûr, mais sachez ressentir avec qui vous pouvez enlever cette étiquette et être vous-même. Parce que en étant vous-même, vous serez un petit peu plus en liberté, vous également. Et cette histoire d'évolution, c'est qu'un paramètre. Le plus important, c'est l'évolution sur vous-même, sur qui vous êtes et comment vous vous découvrez vous-même, plus vous êtes vous-même. Voilà, c'est un message, je sais, je me suis un petit peu allongée, mais vous me connaissez maintenant pour ceux qui me suivent. Et il y a des petites choses qui viennent en semaine et j'ai envie de les partager parce que peut-être que toi aussi qui m'écoutes, tu as eu peut-être une constatation un petit peu de ce même style cette semaine avec en présence de quelqu'un, ou toi-même tu as été dans cette situation opposée et tu vas pouvoir simplement réajuster un petit peu tes paramètres de manière à être un peu plus qui tu veux être. Voilà. Pas forcément qui tu veux, mais qui tu es. Allez, on y va pour la deuxième partie de ce livre. On attaque enfin cette deuxième partie avec chapitre 5. Alors c'est la deuxième partie, mais les chapitres sont 1, 2, 3, 4, 5. On repart pas sur un chapitre numéro 1. On continue, on est dans la continuité du livre avec le chapitre 5, la partie invisible de la nature. Donc toujours livre de Papus, la magie et l'hypnose. Donc ici nous avons l'introduction à l'étude du plan invisible ou astral. Donc c'est le paragraphe numéro 1. Nous avons vu dans le chapitre précédent que c'est en étudiant les actions produites par la partie invisible de l'homme que nous pouvions nous rendre compte d'une foule de phénomènes qui paraissaient impossibles à comprendre si l'on s'en tient uniquement aux données courantes de la science. Or, tout comme l'homme physique, le monde physique, le plan des sensations corporelles est doublé d'un monde invisible, d'un plan perceptible seulement pour les êtres que développent, soit momentanément, soit d'une façon continue, des sens nouveaux qui sont seulement à l'état de germe dans la plupart des hommes actuels. Donc, en gros, là, ce qu'on nous explique, voilà, on a le monde physique et on a le plan des sensations corporelles qui est aussi doublé dans un monde invisible. Donc, on peut avoir un ressenti dans ce monde invisible. Et c'est marrant parce que ça fait un petit peu écho à ce que je venais vous dire, même si on va partir sur un sujet différent. Mais il y a être et être. Voilà. Il y a la communication entre deux personnes sur le plan invisible, donc ce qu'on est, et il y a la communication sur le plan de l'identité, le masque que l'on porte ici, dans cette vie, le temps d'une vie. Voilà. Mais il y a vos fondamentaux, votre essence, qui est là dans le plan invisible, mais qui vous rejoint également. Bon là, je pense qu'il va parler un petit peu d'autre chose. Un des buts principaux de transformation que subit l'être humain après la mort corporelle, est justement de développer progressivement ces sens nouveaux, indispensables à posséder pour agir pleinement dans le plan qui succède au plan physique. Ce plan que double le monde physique a été appelé par l'école de Paracels le plan astral, comme le corps invisible a été appelé le corps astral. À mesure que se développent les sens du plan astral, ceux du plan physique s'éteignent
Et c'est là une des grandes raisons de l'impossibilité qu'ont les disparus de venir communiquer facilement avec ceux qui sont restés sur Terre. Alors ça, je répète cette phrase, à mesure que se développent les sens du plan astral, ceux du plan physique s'éteignent. Et c'est là une des grandes raisons de l'impossibilité qu'ont les disparus de venir communiquer facilement avec ceux qui sont restés sur Terre. Je voudrais parler d'un élément, je sais, je vais un peu m'étaler cette fois-ci, mais vous savez à quel point j'insiste sur ça, parce qu'on va venir sur ce sujet-là. Lorsque vous avez un contact défunt qui apparaît immédiatement, c'est-à-dire sans avoir cherché, je parle dans les mois qui succèdent, pas les premiers temps, mais plus tard. Plus tard, l'âme est fragmentée et l'âme s'en va. On a des résidus effectivement dans ce qu'on appelle la cage pour certains, et on a des résidus quand même mémoriels encore ancrés ici. Mais c'est vrai que ces résidus s'évaporent. Si on a une apparition très concrète d'un fameux défunt qui dit être votre guide et que ce soit réel, régulier, au bout de quelques années, là, posez-vous la question. Aujourd'hui, on a énormément de documentation là-dessus, comme quoi ce n'est pas factuel. Il y a un leurre. Vous avez ces données dans les exorcismes, autant dans le catholicisme, christianisme et également dans des documents ésotériques anciens. Donc attention, c'est ce qu'on disait aussi sur les tables tournantes. Je dis attention pourquoi ? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait de plus en plus ce genre de phénomène qui arrivait, et notamment sur des jeunes qui vont être, on va dire, entre peut-être 17 ans jusqu'à 20-25 ans. Donc attention, c'est le moment justement où l'enfant se développe en humain, il est humain, en adulte, et dans cette période-là, on a une période d'hormones prononcées et autres, mais il peut y avoir aussi des fragilités, et je parle notamment des jeunes qui sont particulièrement isolés dans une génération aujourd'hui où il y a beaucoup d'écrans, où des jeunes se retrouvent isolés dans leur chambre devant leur PC ou devant les écrans. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de construction interne qui se fait. Les constructions internes, c'est quoi ? C'est sortir avec les amis, vivre une vie concrète, faire des choses dehors, aider la famille, participer, être avec des potes, et discuter avec eux, passer des moments de vie. C'est ça qui va venir construire les fondations de la personne. Or, c'est ce qui va créer du souvenir, que ce soit en famille ou autre. Or, le problème, c'est qu'il n'y aura pas de souvenirs qui seront créés avec les écrans. Vous allez avoir des souvenirs sur des choses factuelles, même si la personne est en train de faire du jardinage en aidant son père, ce genre de choses. Ça va être du factuel, il va y avoir une mémoire qui va se créer là-dessus. Or, essayez-vous juste, vous, un peu, de faire l'effort de vous rappeler entre un moment où par hasard vous êtes allé sur internet et vous avez par exemple, puisque c'est la mode aujourd'hui, scrollé pendant une demi-heure, vous allez peut-être retenir 2-3 éléments parce que voilà, des petits tutos de ménage ou des petits tutos de fabrication d'un truc ou du jardinage ou peu importe, coiffure, maquillage, peu importe, peut-être. Mais sur l'ensemble, vous n'allez pas avoir la mémoire de ce que vous avez ingurgité. Et ça, c'est très important. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est fait pour ça. On est dans une ultra-consommation de ce genre de choses. C'est du temps disponible. Comme là, avec moi, vous êtes avec du temps disponible aussi, que vous consacrez à ma chaîne. Après, il y a un rôle d'apprentissage aussi qui n'est pas négligeable ici. Mais après, il faut bien voir ce que, justement, ces vidéos vous rapportent. Donc, si ça vous rapporte à vous, tant mieux. Mais attention aussi à pas trop, peut-être fixer un temps lorsque on est sur des scrolls qui sont pas utiles et qui sont simplement juste ludiques, mais qui vont pas alimenter votre partie cérébrale, vous voyez, votre partie cérébrale. Et toujours du factuel, des sorties entre amis. Là en ce moment c'est les champignons, on part à la forêt, hop, on va un petit peu étudier les champignons, apprendre à accueillir un tel ou un tel, enfin voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que justement ces faiblesses chez les jeunes vont engendrer justement une petite faille qui va faire que un élémentaire ou un élémental, on verra la différence un petit peu plus tard, va pouvoir insérer une idée et se connecter à cette personne.
Ce sont des faits qui sont absolument établis dans des cas d'exorcisme que vous avez dans le christianisme. En ce moment, je vous l'ai dit pour certains, j'ai étudié beaucoup cette affaire-là. Et sauf qu'aujourd'hui, la problématique, c'est qu'il y a de moins en moins d'exorcistes et on en parle de moins en moins. Et on a aussi beaucoup moins de catholiques ou de pratiquants, quelles que soient ces religions-là. Et donc, on a beaucoup plus d'ouverture et de probabilité, on va dire, d'insertion. Donc, on fait toujours attention, puisque souvent, il arrive que ces élémentaux se manifestent en prenant justement un grip au niveau des mémoires akashiques, et donc peut prendre l'apparence d'un ou des revenants de la famille ou autre. Et après, ça peut partir assez facilement en sucette. Et on pourra le constater si quelqu'un autour de vous vit ce type de phénomène. Vous pourrez le constater si, par hasard, vous voyez qu'au niveau de la famille ou la personne qui vit ça a plus de difficultés dans sa vie, ou elle a des choses, pouf, ça arrive et puis d'un coup un blocage, ou des problèmes souvent électriques ou des problèmes d'eau dans la maison. Des accumulations, des problèmes de santé, des petits accidents, ce genre de choses. Attention parce que ce sont des choses qui peuvent augmenter. Donc dans ce genre de cas, la meilleure des solutions, c'est de stopper, de couper court. Souvent, les jeunes qui vivent ça ont des associations de vision, de médiumnité. Ils vont voir un petit peu les défunts tout autour d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir un petit peu toutes ces choses-là. Il va y avoir des phénomènes de médiumnité où effectivement ils auront de l'information. Parce que oui, il y a un échange, faut pas oublier. Il y a un échange, c'est-à-dire que l'élémentaire en face, il donne, il alimente d'une certaine façon pour récupérer lui-même de l'énergie. Donc, on va en parler là des élémentaires aussi. L'élémental, en général, c'est quand même... on a eu cette définition, je crois que c'était chez Blavatsky, ou un autre, je sais plus, mais l'élémental, ça va être les petits êtres de la nature, les petits démons et autres, et l'élémentaire, c'est celui qu'on va construire. Je personnifie quelque chose, je crée une égrégore et j'ai créé un élémentaire. Voilà. Allez, on continue. Je vous refais la phrase. À mesure que se développent les sens du plan astral, ceux du plan physique s'éteignent, et c'est là une des grandes raisons de l'impossibilité qu'ont les disparus de venir communiquer facilement avec ceux qui sont restés sur Terre. Mais qu'on ne croise pas que cette communication, mais qu'on ne croit pas que cette communication est toujours impossible. Ce serait une erreur aussi grande que la négation absolue de tous les phénomènes. Après, je pense qu'on en a quand même au début, mais sur la fin, on peut avoir cette communication, mais on n'a pas affaire à la personne qu'on croit. Nous choisirons dans notre étude sur les élémentaires, vous voyez, on va en parler, quelques cas bien nets de communication réelle entre les vivants et les morts. J'attends de voir. Alors, vous voyez, justement, c'est très très bien, parce que ça, c'est vraiment un sujet que j'ai en ce moment. Et je voulais aussi vous dire que si... Je rappelle que c'est une chaîne commentée, donc je sais que parfois pour certains ça peut être pénible, mais ça reste une chaîne commentée. Donc si jamais vous avez une réflexion à faire sur les commentaires, et vous le pouvez, vous avez droit, vous avez vu, j'en ai déjà laissé, s'il vous plaît, que ce soit constructif. Si c'est juste parce que, voilà, vous n'aimez pas les commentaires, changez de chaîne, achetez le livre. Voilà. Sinon, je sais que beaucoup profitent de ces commentaires, et je vous en remercie chaleureusement, parce que malgré moi, je suis une pipelette, et je n'arrive pas à me maîtriser sur ce point, en tout cas je ne souhaite pas. Et c'est aussi l'idée de cette chaîne, c'est-à-dire de partager des lectures, mais aussi de discuter. D'ailleurs, comme certains le savent, j'ai beaucoup de mails avec des personnes avec lesquelles je discute sur les livres qu'on vient de lire. Et c'est toujours très agréable parce que j'ai aussi des oppositions. J'ai aussi... les deux sont agréables, celles qui vont dans le sens et les oppositions aussi. Mais si vous mettez des commentaires, faites quelque chose de constructif, ne serait-ce que pour les autres qui vont vous relire derrière. Moi, à la limite, ça passe, honnêtement, je lis et ça repasse derrière. Et de toute façon, je vous réponds. Mais voilà, c'est pour les autres qui écoutent ou qui lisent, ayez cette décence, on va dire. Alors, sinon, pour les autres, bien sûr, vous pouvez mettre vos commentaires aussi en partage de ce que vous ressentez et de vos opinions également. Alors, mais si la génération des hommes n'est pas apte au développement de ces nouveaux sens, il est quelques rares individus qui, au moyen d'un entraînement particulier, peuvent, dès cette existence, percevoir quelques coins de ce plan astral. Les anciens avaient créé des véritables écoles chargées de sélecter de tels individus.
C'était là un des buts des mystères d'Isis en Égypte et du collège des prophètes, ainsi que la secte des Esséniens en Israël. Bon, quand il dit secte, souvent vous savez, c'est ordre, c'est sociétés secrètes. Aujourd'hui encore, les Chinois possèdent de tels centres d'études. Les hindous, surtout la caste brahmique, en possèdent aussi, et les musulmans ont créé d'eux-mêmes des centres actifs d'études mystiques. Seuls les chrétiens ont laissé les individualités se développer à leur risque et péril. On voit où on en est. Sans vouloir former de collèges réguliers d'initiation, et c'est aux frères illuminés de la Rose-Croix et aux fondateurs du martinisme qu'il faut nous adresser en Occident pour trouver un essai de formation d'un centre de Cohen élu. On est ici, je ne sais plus en quelle année, je crois que c'est 1860. Sur ce livre, faudra que je revérifie. Là, il faut que je remonte le texte et c'est un peu plus compliqué. C'est Papius qui écrit quand même. Donc les Cohen, il faut bien penser, c'est que les Cohen, donc là il met entre parenthèses, voire Martinez de Pasquali, donc les élus Cohen, c'était les anciens martinistes. Enfin, d'une certaine façon. C'est que il y avait déjà le cercle des élus Cohen, vous me reprenez si jamais, c'est pas ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait que j'aille fouiller, mais là je vous dis ce qui me vient en tête tout de suite. Les élus Cohen, et de là ont dérivé donc tout ce qui était Martinez de Pasquali, Louis Claude de Saint-Martin et Papius après. Voilà. Donc on a les Rose-Croix donc qui vont permettre un petit peu ce type d'initiation, et le martinisme, c'est ce qu'il nous dit ici. Donc oui, puisqu'on le sait très bien que ce sont deux sociétés secrètes, l'une qui est un petit peu plus... La Rose-Croix qui va être un petit peu plus spirituelle sur les pratiques, les martinistes qui vont être un petit peu plus dans l'étude de ce qu'on fait nous, sur la chaîne aussi, plus l'étude de textes anciens, mais qui va être plus orienté Kabbale. Bien sûr, n'hésitez pas à m'ajouter des données si vous en avez, mais en même temps, comme ce sont des ordres un petit peu préservés, voilà, pour le principe, je donne un petit peu moins d'informations. Ce sera à vous de faire vos recherches. Donc, là, par rapport à ça, on voit bien que chaque société, finalement, a mis en place des entraînements particuliers qui permettent de développer des sens, qui permettent de capter l'astral. Mais cela n'a pas empêché certains intuitifs, des savants même, de découvrir, souvent avec étonnement, quelques morceaux de ce plan qui pénètrent le nôtre de toutes parts, et qu'il ne faut pas aller chercher par-delà les étoiles, mais bien en nous-mêmes et de l'autre côté des êtres et des objets physiques. Bien entendu, c'est comme pour tout, on a des personnes qui naissent avec des compétences, on a des personnes qui ont des instructions familiales aussi également, qui sont là depuis longtemps, donc ou des choses qui se développent en pleine vie, comme ça, sans savoir pourquoi. L'important dans ce cas-là, c'est de le vivre et de pratiquer, peu importe de mettre des mots. En nous-mêmes, il n'existe qu'une voie réellement élevée pour y parvenir, c'est la voie du silence, de l'humilité et de l'amour de l'humanité. Donc silence, humilité, l'amour de l'humanité. Le silence est la première et la plus importante des conditions du développement psychique, car tout être humain proféré appartient aux forces destructrices de la mort. Alors, le silence, oui, parce que pourquoi ? Quand on sait faire le silence, on sait écouter, et les choses viennent plus facilement. Donc ça, c'est une discipline à avoir, que je devrais m'appliquer aussi un peu plus. Et effectivement, c'est dans le silence que vous avez le plus de perception. Puisque au niveau de la voix, on reste aussi toujours sur du mental. Mais bien sûr, je ne mets pas le fait que, à travers la voix, vous avez des choses aussi qui passent. D'accord ? Alors, je parle en termes énergétiques et en termes de codage. Mais l'adversaire dans ses 4 polarisations. Donc, l'adversaire en italique. Dans ces quatre polarisations, donc les 4 polarisations de l'adversaire, alors je vous le dis qu'une fois, ça va être Satan, Lucifer, Nahash, Asmodée, ou les noms équivalents qu'il est inutile de révéler. Donc, ces 4 polarités, ces 4 polarisations
veille aux 4 centres d'émanation de l'homme et applique son sceau d'annihilation à toutes les émanations qui participent à ces lois. Donc là, il en parle un petit peu comme des gardiens, là, à ce moment. Des gardiens, mais contre nous. Enfin, non, pas contre nous. C'est pour participer et vérifier. Applique son sceau d'annihilation à toutes les émanations qui participent à ces lois. Là, je relis souvent les deuxièmes phrases parce qu'on commence à rentrer dans des choses intéressantes. C'est-à-dire des choses un peu plus dures, un peu plus, c'est moins des cas, vous savez, des cas d'école comme il faisait. Le quadruple sphinx humain est jalousement surveillé à l'extérieur s'il a réussi à fermer les portes de son entendement, car une loi veut que l'arbre humain ne développe magnifiquement ses fleurs vers le ciel qu'à mesure que les racines s'enfoncent d'autant vers le chaos. Là, il met une petite annotation, enseignement de Maître Philippe de Lyon. C'est-à-dire qu'on a 2 polarités aussi. J'ai connu pas mal de personnes dans le New Age qui disaient oui, on va que vers la lumière, c'est devant, en avant, on ignore le reste. Or, il faut bien penser qu'on a 2 polarités. On a une polarité, ce qu'on appelle positive, même si, et une polarité négative. En tout cas, on a 2 polarités opposées. Voilà. Et ces 2-là travaillent ensemble. On ne peut pas être dans la lumière si on ignore l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire ? Or, le silence développe comme fleur l'humilité et comme racine l'orgueil. Vous voyez ? C'est comme chez les anges, c'est pareil, on a 2 polarités. Malheur au silencieux qui s'assombrit, car alors il cristallise ses forces et évolue vers le règne minéral. Il est jaloux de son savoir et est fier de sa science. Ses yeux révèlent la puissance, mais un sourire le terrasse, car il n'a pas su acquérir l'humilité du petit enfant, qui produit à son tour l'amour comme fleur, et qui cependant a l'égoïsme comme racine. Donc là, il nous a mis une autre annotation. Un initié contemporain qui signe Amo a parfaitement compris la valeur et la grande de cette méthode de développement et la grandeur de cette méthode de développement. Pourquoi je rigole ? Un initié contemporain qui signe Amo a parfaitement compris la valeur et la grandeur de cette méthode de développement. Comme par hasard, en ce moment, je vous lis les chroniques d'Amo, donc le miroir spirituel d'Amo. Vous irez voir si vous le souhaitez, c'est le vendredi, dans les articles de journaux anciens. On a 7 chapitres du miroir spirituel d'Amo. D'ailleurs, on va bientôt, là on attaque le 6e. Et là il en parle, donc bon, c'est assez technique, attention, pour ceux qui veulent écouter plutôt des choses assez soft. C'est très technique, mais de manière, on va dire, physique, vous voyez. On a de la spiritualité, mais c'est vraiment technique, scientifique. Ainsi, d'un côté, silence, humilité, amour, de l'autre, science, orgueil, égoïsme. Telles sont les 2 voies qui toujours s'entrecroisent et qu'il faudra toujours distinguer dans l'évolution de l'être humain vers l'adepta. Celui qui a vu l'unité est calme comme le silence, humble comme le petit enfant et souriant comme l'amoureux, car il a développé les fleurs mystiques de l'arbre des humains séphirotes. Et tout cela a toujours été su, mais jamais peut-être ce ne fut mieux résumé que par le grand initié chinois auteur de la voie droite dans le milieu. Laissons là les digressions et cette voie mystique et fidèle à notre plan d'étude. Voyons comment la science contemporaine est parvenue à se mettre en rapport avec ce plan astral. Nous allons d'abord transcrire une vision qui donnera à nos lecteurs une conception générale du plan astral. Cela fait, nous aborderons d'abord l'exposé de quelques expériences qui ont conduit les contemporains aux frontières astrales. Nous parlerons donc de l'Ode de Reichenbach et des expériences de Lecomte avec Mireille. Ensuite, nous verrons comment les différentes entités qui habitent l'astral prennent chacune constitution sur Terre, une apparition. Enfin, nous étudierons séparément et avec quelques détails chacun des facteurs de cette apparition. Voilà le plan de notre chapitre.
Alors vous savez aujourd'hui qu'il y a des groupes d'expérienceurs pour le voyage astral et des groupes d'expérienceurs aussi qui cartographient les plans. Puisqu'il y a l'astral, mais il y a aussi tous les niveaux supérieurs, enfin tous les niveaux en dehors de l'astral. Donc c'est très très intéressant. Et surtout que souvent dans ces expérienceurs, ce qui est bien dans ces groupes, c'est qu'il n'y a pas, il y en a pas un qui détient la vérité. Vous voyez, c'est comme si on créait là tous un groupe et qu'on jouait au même jeu vidéo tous ensemble et qu'on partageait un petit peu nos astuces. Donc j'aime beaucoup en fin de compte le fait qu'aujourd'hui les jeunes et peut-être une génération, on va dire autour des 40 ans, qui a commencé déjà un petit peu comme ça, on va dire 40 ans aujourd'hui, peut-être la trentaine, le fait que tout ce qui était un petit peu spiritualité en pyramide, avec le gourou qui donne la formation et les autres écoutent et suivent, on va dire studieusement et ce qui a été enseigné. J'aime beaucoup le fait qu'on arrive sur des plans un peu plus linéaires, donc chacun vit ses expériences et ensuite partage, on met en commun les données et on discute tous de ce qu'on peut faire et on remet d'autres plans en face. Je trouve que ça se rapproche beaucoup plus de l'initiation que du système scolaire. Pour rappel, l'initiation en Égypte, vous aviez souvent un maître ou autre mais qui vous approchait, mais qui vous faisait vivre vos expériences et c'est vous qui disiez ce que vous avez appris. Et de l'autre côté, la phase scolaire où finalement vous avez une classe avec une personne au centre qui va donner les informations qu'il ne faudra surtout pas remettre en doute et après seulement voilà, on gobe en fait d'une certaine façon et puis on essaie de reproduire. Donc on n'a pas, je trouve qu'on a beaucoup moins cette phase où finalement chacun va un petit peu expérimenter et va mettre en commun. Et ce sera à la personne de faire après le point par rapport à qui elle est, et ce dont elle a besoin ou pas, pour pouvoir justement avancer encore un peu plus tard. Et ça met tout le monde au même niveau surtout. Et même les plus avancés sont d'une certaine façon au même niveau. La clairvoyance. La clairvoyance est une des facultés de l'initié. Nous avons dit que l'entraînement magique permettait de développer consciemment certaines facultés encore en germe dans la plupart des êtres humains. Parmi ces facultés, l'une des plus intéressantes est la vision du plan astral dont nous allons donner 2 cas, celui de Swedenborg et celui de Cazot. Nos lecteurs trouveront plus loin, dans notre étude sur les images astrales, d'autres faits du même genre. On trouve dans les observations ou notes sur Swedenborg, insérées par le traducteur AJP, des merveilles du ciel et de l'enfer. Alors ça c'est le nom du livre, les 2 faits suivants, choisis parmi pas mal d'autres. Alors il met une petite annotation, Berlin 1782. On y va pour la première anecdote. Le sénateur MGR, le comte de Hopken, et la femme du jardinier, de M. Swedenborg, m'ont assuré les 2 faits suivants. Après que M. de Marteville fut mort, on vint demander à sa veuve le paiement d'une somme considérable que l'on disoit, oui, alors c'est écrit en ancien français les amis, que l'on disoit due par son mari, d'être prétendu qu'elle savoit, donc elle savait, bien avoir été payée pendant le vivant de son époux, mais elle ne savoit où il en avoit mis la quittance. Donc elle ne savait pas où est-ce qu'il avait mis la quittance. Dans son embarras, elle eut recours à M. Swedenborg. Alors c'est 2 Swedenborg, pardon. Celui-ci fut la trouver le lendemain. Et oui, on est en ancien François, ancien français, vieux François, pardon. Donc celui-ci fut la trouver le lendemain, lui dit qu'il avoua parler à son mari, mort, lequel lui avoua déclaré où il avait déposé cette même quittance. Allez, je vais essayer de traduire en direct quand même. Le défunt apparut aussi en songe à sa veuve, vêtue de la même robe de chambre qu'il portait avant sa mort, et lui ayant donné les mêmes indices. Il se retira. Elle en fut tellement effrayée qu'elle réveilla sa femme de chambre, couchée dans le même endroit, et lui raconta les faits. La quittance fut trouvée, où M. de Swedenborg l'avait dit. Cette histoire fit beaucoup de bruit
à la cour et à la ville, et chacun la raconta à sa façon. Autre fait, la reine, actuellement, alors c'est douairière d'Adolphe Frédéric, et sœur du roi de Prusse, ayant entendu parler de l'histoire précédente, et de beaucoup d'autres, mis sur le compte de M. Swedenborg, dit au sénateur le comte de Hopken qu'elle désirait parler à M. Swedenborg. Le comte, allant porter les ordres de la reine, rencontra M. de Swedenborg, qui alloit dans le dessein de parler à cette princesse. Bon, vous avez compris. Après avoir conservé ces différents objets, la reine lui demanda s'il pouvait savoir le contenu d'une lettre qu'elle avait écrite à son frère, prince de Prusse défunt, contenu dont elle était assurée que personne au monde n'avait connaissance. Donc en fait, n'avait connaissance que ce frère. Donc c'est que le frère qui avait connaissance de ce contenu. Monsieur de Swedenborg lui répondit qu'il lui ferait un récit du contenu de cette lettre dans peu de jours. Il tint parole, car ayant tiré sa majesté à part, il lui dit mot pour mot le contenu de la dite lettre. La reine, rien moins que superstitieuse et douée de beaucoup d'esprit, en fut saisie du plus grand étonnement. Elle raconta le fait qui fit beaucoup de bruit dans Stockholm et hors du pays, où chacun la broda à sa manière. Oui, là j'ai dû traduire à chaque fois. Hein. La prophétie de Cazotte, donc on veut voir si c'est aussi... Oui, j'ai l'impression que il y a un petit peu d'ancien, de vieux français, je suis pas sûre. Il me semble que c'était hier, et c'était cependant au commencement de 1788. Nous étions à table chez un de nos confrères de l'Académie, grand seigneur et homme d'esprit. La compagnie était nombreuse et de tout état, gens de robe, gens de cour, gens de lettres, académiciens, etc. On avait fait grande chère, comme coutume. Au dessert, les vins de Malvoisie et de Constance ajoutaient à la gaieté de la bonne compagnie cette sorte de liberté qui n'en gardait pas toujours le ton. On en était venu alors dans le monde au point où tout est permis pour faire rire. Chamfort nous avait lu de ses contes impies et libertins, et les grandes dames avaient écouté sans avoir même recours à l'éventail. De là un déluge de plaisanteries sur la religion et d'applaudir. Un convive se lève et tenant son verre plein. « Oui, monsieur, s'écrie-t-il, je suis aussi sûr qu'il n'y a pas de Dieu, que je suis sûr qu'Homère est un sot. » En effet, il était sûr de l'un comme de l'autre, et l'on avait parlé d'Homère et de Dieu, et il y avait là des convives qui avaient dit du bien de l'un et de l'autre. La conversation devient plus sérieuse. On se répand en admiration sur la réplique qu'avait faite Voltaire, et l'on convient que c'est là le premier titre de sa gloire. Il a donné le ton à son siècle, et s'est fait lire dans l'antichambre comme dans le salon. Un des convives nous raconta, en pouffant de rire, que son coiffeur lui avait dit, tout en le poudrant, « Voyez-vous, monsieur, quoique je ne sois qu'un misérable carabin, je n'ai pas plus de religion qu'un autre. » On en conclut que la révélation ne tardera pas à se consommer, qu'il faut absolument que la superstition et le fanatisme fassent place à la philosophie. Et l'on en est à calculer la probabilité de l'époque, et quels seront ceux de la société qui verront le règne de la raison. Les plus vieux se plaignent de ne pouvoir s'en flatter. Les jeunes se réjouissent d'en avoir une espérance très vraisemblable. Et l'on félicitait surtout l'Académie d'avoir préparé le grand œuvre, et d'avoir été le chef-lieu, le centre, le mobile de la liberté de penser. Un seul des convives n'avait point pris de part à toute la joie de cette conversation et avait même laissé tomber tout doucement quelques plaisanteries sur notre bel enthousiasme. C'était Cazotte, homme aimable et original, mais malheureusement infatué des rêveries des illuminés. Son héroïsme l'a depuis rendu à jamais illustre.
Il prend la parole et du ton le plus sérieux. Messieurs, dit-il, soyez satisfaits. Vous verrez tous cette grande et sublime révolution que vous désirez tant. Vous savez que je suis un peu prophète. Je vous répète, vous la verrez. On lui répond par le refrain connu, faut pas être grand sorcier pour ça. Soit, mais peut-être faut-il l'être un peu plus pour ce qui me reste à vous dire. Savez-vous ce qui en arrivera pour vous tant que vous êtes ici, et ce qui en sera la suite immédiate? L'effet est bien prouvé, la conséquence bien connue. Ah, voyons, dit Condorcet, avec son air sournois et niais. Un philosophe n'est pas fâché de rencontrer un prophète. Vous, monsieur de Condorcet, vous expirerez étendu sur le pavé d'un cachot. Vous mourrez du poison que vous aurez pris pour vous dérober au bourreau. Du poison que le bonheur de ce temps-là vous forcera de porter toujours sur vous. Grand étonnement d'abord, mais on se rappelle que le bon Cazotte est sujet à rêver tout éveillé, et l'on rit de plus belle. Monsieur Cazotte, le conte que vous faites ici n'est pas si plaisant de votre diable amoureux. Mais quel diable vous a mis dans la tête que ce cachot, ce poison et ces bourreaux? Alors c'est plutôt qu'est-ce qui vous a mis dans la tête? Vous a mis dans la tête ce cachot, ce poison et ces bourreaux. Qu'est-ce que cela peut avoir de commun avec la philosophie et le règne de la raison? C'est précisément ce que je vous dis, c'est au nom de la philosophie, de l'humanité, de la liberté. C'est sous le règne de la raison qu'il vous arrivera de finir ainsi. Et ce sera bien le règne de la raison. Car alors elle n'aura des temples, et même il n'y aura plus dans toute la France en ce temps-là que des temples de la raison. Par ma foi, dit Chamfort, avec le rire du sarcasme, vous ne serez pas un des prêtres de ces temps-là. Alors, on a... Excusez-moi, c'est que on a une page blanche en fait au milieu. On a une page blanche. Je l'espère, mais vous, monsieur de Chamfort, qui en serez un, et très digne de l'être, vous vous couperez les veines de 22 coups de rasoir, et pourtant vous n'en mourrez que quelques mois après. Alors là, on a un portrait de Louis-Claude de Saint-Martin, qui est affiché ici, chef de l'ordre martiniste auquel appartenait Cazotte. Donc effectivement, Cazotte était martiniste, et surtout, on n'oublie pas que Pappus a suivi un petit peu le même courant. On se regarde et on rit encore. Vous, monsieur Vic d'Assir, alors je regrette, mais j'ai pas mal de caractères effacés, vous ne vous ouvrirez pas les veines vous-même, mais après vous les avoir fait ouvrir 6 fois dans un jour, après un accès de goutte, pour être plus sûr de votre fait, vous mourrez dans la nuit. Vous, monsieur de Nicolaï, vous mourrez sur l'échafaud. Vous, monsieur de Bailly, alors monsieur Bailly, sur l'échafaud. Ah mon Dieu, sois béni, dit Roucher. Il paraît que monsieur n'en veut qu'à l'Académie. Il vient d'en faire une terrible exécution, et moi, grâce au ciel, vous mourrez aussi sur l'échafaud. Oh, c'est un gagueur. Gagueur, ouais, ça se dit, gagueur. C'est un gagueur, s'écrie-t-on de toutes parts. Il a juré de tout exterminer. Non, ce n'est pas moi qui ai juré. Mais nous ne serons donc subjugués par les Turcs et les Tartares, et encore. Point du tout, je vous l'ai dit, vous serez alors gouvernés par la seule philosophie, par la seule raison. Ceux qui vous traiteront ainsi seront tous des grands philosophes. Alors là, j'ai plus de mal à comprendre les termes. Pueront à tout moment dans la bouche tous les mêmes abrases que vous débitez depuis 1 heure, répéteront toutes vos maximes, citeront tout comme vous les vers de Diderot et de la Pucelle. On se disait à l'oreille. Vous voyez bien qu'il est fou, entre parenthèses, car il gardait le plus grand sérieux. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il plaisante? Et vous savez qu'il entre toujours du merveilleux dans ses plaisanteries. Oui, reprit Chamfort, mais son merveilleux n'est pas gai, il est trop patibulaire. Et quand tout cela se passera-t-il? 6 ans ne se passeront pas que tout ce que je vous ai dit
sera accompli. Voilà bien des miracles, entre parenthèses, et cette fois, c'était moi-même qui parlais. Et vous ne m'y mettez pour rien, pardon. Vous y serez pour un miracle tout au moins aussi extraordinaire. Vous serez alors chrétien. Grandes exclamations. Ah, reprit Chamfort, je suis rassuré. Si nous ne devons périr que quand la harpe sera chrétien, nous sommes immortels. Pour ça, dit alors madame la duchesse de Gramont, nous sommes bien heureuses, nous autres les femmes, de n'être pour rien dans les révolutions. Quand je dis pour rien, ce n'est pas que nous nous en mêlions toujours peu. Mais il est reçu qu'on ne s'en prend pas à nous et notre sexe. Votre sexe, madame, mesdames, ne vous en défendra pas cette fois. Et vous aurez beau ne vous mêler de rien, vous serez traités tout comme les hommes, sans aucune différence quelconque. Mais qu'est-ce que vous me dites, monsieur Cazotte? C'est la fin du monde que vous nous prêchez ici. Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que vous, madame la duchesse, vous serez conduite à l'échafaud. Vous et beaucoup d'autres dames avec vous, dans la charrette du bourreau, et les mains derrière le dos. Ah, j'espère que dans ce cas-là, j'aurai du moins un carrosse drapé de noir. Non, madame, de plus grandes dames que vous iront comme vous en charrette, et les mains liées comme vous. De plus grandes dames, quoi? Les princesses du sang? De plus grandes dames encore. Bah oui, il parle de Marie-Antoinette. Ici, un mouvement très sensible dans toute la compagnie, et la figure du maître se rembrunit. On commençait à trouver que la plaisanterie était forte. Donc en gros, il allait un peu trop loin, quoi. Madame de Gramont, pour dissiper le nuage, n'insista pas sur cette dernière réponse et se contenta de dire sur un ton plus léger: Vous verrez qu'il ne laissera pas seulement un confesseur. Vous verrez qu'il ne me laissera pas seulement un confesseur. Non, madame, vous n'en aurez pas, ni personne. Le dernier supplicité, qui en aura un par grâce, sera... Il s'arrêta un moment. Eh bien, quel est donc l'heureux mortel qui aura cette prérogative? C'est la seule qui lui restera, et ce sera le roi de France. Le maître de la maison se leva brusquement, et tout le monde avec lui. Bah oui, tu m'étonnes. À l'époque, c'était pas possible. Enfin, il y aurait une révolution, mais pas comme ça, quoi. Ça allait pas aussi loin. Moi, j'ai un prof qui m'a toujours dit, les Français ont tué un roi. Bon. Après, aujourd'hui, quand même, au niveau des textes, il y a quand même pas mal de choses qui se murmurent derrière les couloirs. Ils n'étaient pas si nombreux que ça. Et il y avait quand même encore beaucoup de sociétés secrètes à cette époque, et notamment des démarrages de sociétés, notamment les francs-maçons, mais il y en avait d'autres, qui étaient, je crois que c'était les disciples d'Horus ou autre, il y avait d'autres choses. Mais quand même, on se pose la question sur l'intervention de ces sociétés secrètes. Le maître de la maison se leva brusquement et tout le monde avec lui. Il alla vers monsieur Cazotte. Il lui jeta son gant. Non, je rigole. Il lui dit d'un ton pénétré. Mon cher monsieur Cazotte, c'est assez faire durer cette facétie lugubre. Vous la poussez trop loin, et jusqu'à compromettre la société où vous êtes, et vous-même. Cazotte ne répondit rien, et se disposait à se retirer, quand madame de Gramont, qui voulait toujours éviter le sérieux et ramener la gaieté, s'avança vers lui. Monsieur le prophète, qui nous dites ah oui, parce qu'elle le vous voit, et c'est vrai, on devrait parler comme ça. Monsieur le prophète, qui nous dites à tous notre bonne aventure. Vous ne dites rien de la vôtre. Il fut quelque temps en silence et les yeux baissés. Madame, avez-vous lu le siège de Jérusalem dans Joseph? Oh, sans doute. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui n'a pas lu ça? Ok, c'est leur terme de l'époque. Donc qui n'a pas lu ça? Mais faites comme si je ne l'avais pas lu. Eh bien, madame, pendant ce siège, un homme fit 7 jours de suite le tour des remparts, à la vue des assiégeants et de ses assiégés, s'écriant incessamment d'une voix sinistre et tonnante: Malheur à Jérusalem, malheur à moi-même. Et dans le moment, une pierre énorme lancée par les machines ennemies l'atteignit et le mit en pièces. Et après cette réponse, Monsieur Cazotte fit sa révérence et sortit. Donc là, c'est signé La Harpe. Franchement, c'est une belle histoire racontée de cette façon-là. Alors oui, je bute un petit peu sur les mots. Je m'en excuse, je ne suis pas une lectrice professionnelle et surtout, j'ai quand même des caractères qui sont effacés, c'est un vieux texte. 3e paragraphe. On va quand même se le lire. Premier aperçu du plan astral au moyen de l'hypnose. L'ode, l'électrographie, les incarnations. Les sujets hypnotisés ou même simplement sensitifs peuvent être mis en rapport avec certaines régions du plan astral. Sans parler des chercheurs de sources ou de l'usage de la baguette divinatoire. Nous mentionnerons les expériences de Reichenbach, complétées à notre époque par les recherches du docteur de Rochas et du docteur Louis. Alors c'est pas un docteur de Rochas, je crois pas, mais enfin par de Rochas et de docteur Louis. Normalement vous les connaissez. Donc on en a déjà parlé dans ce livre déjà à plusieurs reprises. Et pareil pour le magnétisme. Alors, il met une petite annotation en mettant voyez sur ce point le curieux ouvrage de l'abbé Valmont sur la baguette divinatoire. Ensuite, en plaçant les sensitifs dans une chambre noire où on avait renfermé plusieurs objets et des plantes ainsi que des animaux, Reichenbach découvrit que tous les corps émettaient des émanations qui, pour nous, sont privées de la lumière astrale, et qu'il appelait odes. Voici certains des caractères de cette ode de Reichenbach. Caractère physique de l'ode de Reichenbach. Cette lumière est réfléchie par des surfaces miroitantes, elle peut se recueillir avec le verre ardent et se concentrer en un foyer. Elle révèle des lois de la polarisation et montre dans sa partie réfléchie son état ode négatif, dans sa partie traversante son ode à l'état positif. Elle agit dans l'obscurité après quelques minutes d'exposition sur la plaque photographique et y trace des figures. Enfin, elle s'élève à un degré de force qu'elle produit des ombres. Enfin, elle s'élève à un tel degré de force qu'elle produit des ombres que l'on peut circonscrire d'une manière bien limitée. Donc là, c'est Reichenbach Aphoris 27, cité par Karl Duprel dans la Revue des Revues en mars 1895. Les disciples de Mesmer avaient au reste déjà poursuivi par des démonstrations objectives en partie réussi l'examen de la condition physique des rayons odiques. La somnambule de Tardy, magnétisée avec une baguette, voyait l'ode sortir du bout de celle-ci comme un épais fil d'or d'un jaune éclatant, semé d'étoiles encore plus éclatantes. Alors là, on a une photo de l'ode de Reichenbach, planche tirée d'une étude de M. de Rochas. Voilà, donc on la voit ici, elle est en plein milieu du texte. Donc je reprends la phrase: la somnambule de Tardy, magnétisée avec une baguette, voyait l'ode sortir du bout de celle-ci comme un épais fil d'or d'un jaune éclatant semé d'étoiles encore plus éclatantes. Si Tardy prenait dans sa main un conducteur, l'effluve était plus fort. Il était plus fort que celui de simples doigts et s'accélérait dans son mouvement. Le rayon traversait une planche de 8 lignes d'épaisseur, mais semblait perdre de son éclat et de sa vitesse. La planche se trouvait entre le magnétiseur et la somnambule, mais cette dernière montrait toujours exactement la place sur laquelle il agissait. Si au lieu de la baguette d'acier, il prenait une baguette magnétique, outre la première lumière, elle en voyait immédiatement une seconde constamment en mouvement spiral autour de la baguette.
Projeté à travers une lentille convexe, le rayon se réfractait, perdait en éclat, mais gagnait en vitesse. Le gain de la perte était encore plus grand quand on plaçait l'une derrière l'autre, deux lentilles séparées. À travers l'eau magnétisée, le mouvement s'accélérait. L'éclat diminuait. L'eau semblait remplie d'étincelles lumineuses. À travers l'eau non magnétisée, l'éclat s'amoindrissait également. Et la vitesse augmentait aussi. Si l'on passait le rayon à travers le cuivre ou l'argent, ces deux métaux retenaient la lumière, l'absorbaient en quantité égale, et elle ne sortait que sous forme de faibles vapeurs. À travers le fer, elle passait sans changement. L'argent la rejetait en un faisceau et l'éparpillait des deux côtés. Et il n'y avait qu'un peu sortant sous forme de vapeur sans apparence. Le mercure la laissait passer en un mouvement accéléré. Aussi, la somnambule ne pouvait-elle, durant son sommeil magnétique, se tenir devant un miroir sans se sentir, disait-elle, surchargée de fluide et incommodée. À travers l'or, la lumière passait avec un éclat renforcé et une vitesse accélérée sans se réfracter. Donc là, il met en lien Tardy Essai sur la théorie du somnambulisme avec le journal de traitement de Mademoiselle N. Et c'est tout. Il y a 100 ans que ces expériences ont été faites, et plus tard le professeur Nan les a continuées. Vous vous rendez compte quand même, là c'est un extrait d'une revue de Karl Duprel. C'est une revue qui date du 1er mars 1896, et il parle déjà d'il y a 100 ans. Donc c'est-à-dire 1796, ça veut dire 1800 à peu près. Aujourd'hui nous sommes en 2000, donc ça veut dire que ça fait plus de 200 ans. 225, voire même 229 ans. Il y avait déjà des traces, non mais vous vous rendez compte. Et aujourd'hui, on en parle comme si tout était oublié. Enfin, il n'y a rien de... Ça devrait être populaire, ça devrait être là, enfin, on devrait tous être au courant de ce genre de choses. C'est quand même ce qui nous entoure. Et là, on a quand même des expériences qui sont purement physiques. Donc avec la technologie d'aujourd'hui, on devrait avoir des éléments bien plus factuels, bien plus délimités, bien plus clairs. Voilà des faits de vision de la région tout à fait inférieure du plan astral. Monsieur de Rochas a consacré toute une partie d'un de ses volumes à la vérification et à la démonstration rigoureuse des faits de vision. Aussi, n'insisterons-nous pas davantage sur ce point. Il nous suffira de résumer les expériences les plus récentes faites par Monsieur Yudko pour mettre nos lecteurs tout à fait au courant de la question. Alors, les expériences de Monsieur Yudko, photographie de l'ode et du corps astral. Monsieur de Narkivisk, ça doit être ça, Yudko, se sert pour ses expériences d'une bobine de Ruhmkorff de force moyenne. L'un des pôles de la bobine est mis au moyen d'une pointe de paratonnerre en rapport avec l'air extérieur, souvent à grande distance du centre d'expérience, et l'autre pôle vient aboutir, entre parenthèses dans le cas des photographies, à une plaque métallique séparée de la plaque sensible par une feuille de caoutchouc. Dans d'autres cas, un pôle aboutit dans l'air, c'est-à-dire dans le milieu où se trouve la plaque photographique, et l'autre pôle aboutit à l'intérieur d'un tube de verre enveloppé de caoutchouc que tient l'expérimentateur. Les dispositions étant prises ainsi, l'expérimentateur, après avoir placé une plaque sensible simplement sur une table dans l'obscurité, approche sa main de la plaque sensible à 1 ou 2 mm. Immédiatement, la main s'illumine et la plaque est impressionnée. Plus de 3000 épreuves faites par M. Yudko, jusqu'ici, ont permis d'établir les faits suivants. Premièrement, l'existence d'un rayonnement spécial émanant de l'être humain et différent suivant les individus et les tempéraments. Deuxièmement, certains objets, entre autres les plantes et les aimants, manifestent aussi ce rayonnement qui est toujours photographiable.
Troisièmement, ce rayonnement varie dans l'état de santé et dans l'état de maladie à tel point qu'il peut révéler plusieurs jours à l'avance une maladie qui va se déclarer et indiquer le point particulièrement faible de l'organisme. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est quelque chose on devrait tous être au courant. Quatrièmement, lorsqu'on met en présence sur la même plaque les mains de deux personnes, les doigts de chacune opposés aux doigts de l'autre, par les pointes, la direction du rayonnement est tout à fait différente. Tout à fait différente. A. Si les personnes sont antipathiques. B. Si les personnes sont neutres. C. Si les personnes sont sympathiques l'une vis-à-vis de l'autre. Outre le diagnostic pathologique, on peut donc par cette méthode faire un diagnostic psychologique. Les nombreux exemples que nous avons vus à ce sujet sont absolument caractéristiques. Dans le cas d'antipathie, les deux émanations se repoussent. Dans le cas de neutralité, les deux émanations restent séparées. Dans le cas de sympathie, les deux émanations se précipitent l'une vers l'autre. Encore une fois, tout cela est toujours enregistré par la plaque photographique. Il y a encore une foule d'applications de cette méthode, mais celle-là suffirait pour bien indiquer à nos lecteurs l'importance des recherches de M. Yodko à ce sujet. La méthode consiste, au point de vue de la cause, à augmenter le potentiel des êtres ou des objets en expérience en diminuant le potentiel du milieu dans lequel se trouvent ces êtres et ces objets. Alors normalement je devrais m'arrêter, mais comme j'ai beaucoup papoté, parce que vous me connaissez, je vais vous faire un chapitre de plus. Chapitre 4. Action du plan astral sur le sujet. La voyante de la rue de Paradis. Les sujets qui sont mis, soit non intentionnellement, soit par un développement progressif, en rapport avec le plan astral, décrivent presque tous identiquement les différents êtres qui peuplent ce plan. Ça va être super intéressant. On pourra consulter à ce sujet la vie nuptique de Swedenborg, qui offre un exemple très net du développement progressif des faits de vision. Après la vision, un des moyens les plus employés par les intelligences astrales pour communiquer avec les êtres terrestres est l'incarnation, c'est-à-dire la prise de possession des organes physiques d'un sujet ou d'un médium, par l'être invisible qui vient à communiquer. Je sais bien que ce sont là des faits qui mettent particulièrement en fureur des gens aux idées reçues, mine d'observation précieuse pour les Flaubert, mais tôt ou tard, on en viendra à admettre ces faits. Aussi, verrons-nous aux très curieuses expériences, toutes récentes de Monsieur le Comte, et dirons-nous quelques mots de la voyante de la rue de Paris, qui, au mois d'avril 1896, a mis tout Paris en émoi. La voyante de la rue de Paradis, Mademoiselle C. Une jeune fille de bonne famille avait assisté quelquefois avec ses parents à des expériences spirites d'incarnation dans lesquelles l'intelligence qui venait se communiquer s'était modestement qualifiée d'ange Gabriel. Cette jeune fille fut à son tour l'objet des phénomènes du même ordre, et bientôt l'ange Gabriel parla par sa bouche. Ce cas ne fut pas sorti des limites étroites des phénomènes spirites du même ordre, entre parenthèses, et l'on en verra un exemple bien net à notre paragraphe sur les élémentaires. Si l'influence ainsi incarnée n'avait révélé à certains consultants les secrets les plus cachés de leur passé et les faits imminents de leur avenir. Bien plus, beaucoup de faits prédits aux consultants furent strictement produits à la date indiquée, ce qui embarrasse fort les savants chargés de juger ce cas. La jeune fille fut reconnue saine de corps et d'esprit, et une commission médicale déclara qu'elle n'était ni hystérique, ni épileptique, ni folle, pour l'instant après un minutieux examen. Donc là, on a un report au livre, voir donc Gaston Méry, La voyante de la rue de Paris, donc diverses brochures
et voilà. À notre avis, il s'agissait là de l'incarnation d'une entité astrale d'ordre assez élevé, qui, bien entendu, n'avait rien à faire avec l'ange Gabriel. Vous voyez, on le répète, ça c'est important. De toute façon, une entité propre, elle a du mal à vous donner son nom. Une entité clairement, parce que qui dit nom dit pouvoir. Vous vous souvenez de ça? On en a déjà parlé. Mais qui était doué de toutes les facultés de lecture dans l'astral des consultants et même des nations qui possèdent ces entités. C'est normal, elle va se servir dans les mémoires. L'étonnement des vastes savants et de quelques prêtres était facile à deviner. Mais les occultistes ne s'émurent pas outre mesure et se bornèrent à défendre énergiquement la sincérité de la jeune fille contre ceux qui, ne comprenant rien à tout cela, voulaient enfermer le sujet de l'incarnation ainsi que ses parents. Outre les prédictions personnelles, la jeune fille, ou plutôt l'influence qui se servait de ses organes, annonçait de terribles calamités pour la France, et bientôt après pour l'Angleterre. À l'heure actuelle, nous attendons ces événements qui, nous le savons, sont inscrits depuis plusieurs années dans la lumière astrale. Alors là, je serais curieuse d'aller voir ce que ça donne. Parce que, on est quand même... je sais pas, on est après... Je pense qu'on est autour de 1900 sur ce livre, je suis pas allée vérifier. Et franchement, peut-être qu'elle va dire des choses sur ce qu'on vit actuellement. Donc, allez, un petit bonus, je vous fais normalement le 5e paragraphe, surtout que vous allez avoir un petit schéma. Oui, on peut faire ça. Et vous savez quoi? On peut faire ça, pourquoi? Parce que après, on passera au chapitre 6, donc finalement, c'est pas si mal. On va pouvoir tout lire d'un coup, et c'est très bien. Attention, je crois qu'on va rentrer un petit peu dans la Kabbale. On va voir ça un petit peu. Le milieu dans lequel, donc 5e paragraphe, le milieu dans lequel se passent ces faits de vision, la lumière astrale. Les occultistes appellent lumière astrale le milieu dans lequel se produisent ces phénomènes de vision, ainsi que quelques autres dont nous parlerons tout à l'heure. Voici quelques développements concernant ce milieu spécial. Ces développements sont particulièrement réservés aux étudiants de l'occultisme déjà assez avancés. Les autres lecteurs sont priés, si ces pages leur semblent trop obscures, de se reporter à notre étude sur les images astrales. La lumière physique visible ne présente que l'envers d'une autre lumière dont l'endroit constitue ce que les martinistes appellent la lumière astrale. Vous savez que Papius était martiniste, je redis, et qu'il a redéveloppé le courant. La photographie dont la cause réelle touche au grand arcane de la physique ésotérique est également l'envers sur la Terre des opérations dont l'endroit est dans le plan astral. Donc là, il va nous faire peut-être quelque chose en rapport avec le martinisme, ça sent. Donc, je vous relis cette phrase. Les autres lecteurs sont priés, si ces pages leur semblent trop obscures, de se reporter à l'étude sur les images astrales. Donc, on répète, la lumière physique visible ne présente que l'envers d'une autre lumière dont l'endroit constitue ce que les martinistes appellent la lumière astrale. Ok ? La photographie dont la cause réelle touche au grand arcane de la physique ésotérique est également l'envers sur la Terre des opérations dont l'endroit est dans le plan astral. Donc on peut peut-être expliquer un peu ce qu'on vit. Or, ces nouveaux rayons, cathodiques, rayons X, lumière noire et d'autres qu'avait entrevus Babbitt, donc là c'est Babbitt Light and Color New York, on met une petite annotation. Donc ces autres rayons qu'avait entrevus Babbitt, comme entrant dans la composition intrinsèque de l'atome. Donc ces rayons constituent la frontière commune qui sépare la lumière physique de la lumière métaphysique ou astrale, et la plaque photographique, grâce à son extrême sensibilité chimique, est un œil du plan astral, aussi sensible pour les couches inférieures de ce plan que l'œil physique pour le plan physique. Barlet, dans sa très belle étude sur la chimie synthétique, et plus récemment Stryenberg dans... alors ça doit être Silva Silvarum,
établissent d'autre part le lien qui relie la chimie, entre parenthèses, dont la photographie est une des hautes expressions, à la physique métaphysique qui ramène l'une des belles sciences analytiques vers une commune synthèse. De même que la plaque photographique, les corps fluorescents, participent de cette faculté de sensibilité chimique toute spéciale. Alors, on a ici un schéma. Donc vous voyez, alors il nous dit quand même une petite annotation sur ce qu'on vient de dire. Vous voyez au sujet de la fluorescence et de ses causes secondes, la remarquable thèse du doctorat et sciences de Monsieur Verneuil. Alors, ici on va avoir un schéma avec le soleil blanc et le soleil noir. Donc sur la partie métaphysique au-dessus et négatif physique en dessous. Je vais vous le mettre tout de suite. Donc sur ce schéma, on peut voir au-dessus la polarité, donc soleil noir, plus électricité, vitalité. Ensuite, en dessous, l'ode de Reichenbach. Et sur les côtés, on a la lumière physique et la lumière astrale, avec donc rouge, jaune, violet en partant du bas, et avec au centre, en partant du haut, les rayons X, les rayons cathodiques et la lumière noire plus bas. La chaleur calorique en dessous, et toujours à gauche plus bas, donc en vert ou plan physique, en droit ou plan astral, et le soleil blanc dessous en polarité négative. Donc on reprend dans le texte. Ainsi, lumière physique et lumière astrale sont deux pôles d'une seule et même entité. Donc quelque part on peut dire que ça appartient, vous voyez, peut-être à la même matrice. D'où le fait que l'astral est aussi, entre guillemets, parfois un leurre, ou en tout cas, c'est aussi un logiciel. C'est ce qu'on avait un petit peu vu aussi avec, je sais plus dans quoi, c'était peut-être avec dialogue avec l'IA aussi. Donc, mais ça fait partie d'un ensemble, ça va ensemble. Donc ainsi, lumière physique et lumière astrale sont deux pôles d'une seule et même entité. L'un des pôles de la lumière astrale, le pôle négatif, est dans le soleil blanc ou physique, et l'autre pôle est dans le soleil noir ou métaphysique. Il nous met une petite annotation. Osiris est un dieu noir. Entre parenthèses, nous croyons être un des premiers à donner à ceux qui savent la clé de cette expression initiatique. À vous d'en tirer les conclusions qu'il faut. Donc là on parle de ces deux soleils. Voici un tableau établissant au point de vue de la doctrine ésotérique les rapports des deux pôles de lumière. Donc ça c'est ce que je vous ai mis et on va continuer. Enseignement du Sefer Bereshit à ce sujet. Alors là c'est parti, ça va être un peu technique. Moïse dans son Sefer, donc chapitre 10, a donné pour les initiés la clé de ces divers stades de la force innée qu'il désigne successivement par les mots suivants. Aour et Aor, donc ça s'écrit A-O-U-R et A-O-R, entre parenthèses, lors des alchimistes. Chapitre 1, verset 3. Ensuite, on a Hachek et Naz, entre parenthèses, chapitre 10, verset 3. On a Shush, alors Hachek et Naz, c'est A-S-H-E-C-H-E-N-A-Z. Shush, c'est C-H-O-U-S-H, chapitre 10, verset 6. Ozal, A-U-Z-A-L, entre parenthèses, chapitre 10, verset 27. Voici les commentaires de Fabre d'Olivet sur ces noms. Pour Hachek et Naz, feu latent calorique. Ce mot extraordinaire s'élève sur 3 racines. La première, assez connue, H, désigne le principe inné. La seconde, KN, désigne tout ce qui sert de base, de fondement, tout ce qui est ramassé, entassé. Et la troisième, NZ, exprime tout ce qui fait sentir son influence aux environs. Il était impossible de mieux caractériser ce que les physiciens modernes ont nommé le calorique. Émanation du cham, de cham, entre parenthèses, ce qui est combiné et chaud. Chouche, la force ignée de la combustion,
Ce mot peut se concevoir comme forme de deux racines contractées. Ko, kor et H. Donc C-O-H et A-S-H. Pardon. A-S-H. Kol, ko, H. C-O-H-A-S-H. Pour ceux, parce que je sais qu'il y en a certains qui prennent les notes et qui étudient et qui n'ont pas forcément le texte sous les yeux, donc je préfère dire correctement les mots. La force élémentaire du principe igné ou bien comme dérivant de la racine, alors entre parenthèses tiret et entre parenthèses à nouveau AOSH, A-O-S-H, le feu gouverné par le signe assimilatif, entre parenthèses tiré, donc c'est moins en fait, je vous ai dit tiré tout à l'heure mais c'est moins, et entre parenthèses K. Dans l'un ou l'autre cas, sa signification diffère peu. Osal, c'est la racine ose, A-U-Z, affectée à l'éther, au feu, à l'air épuré, à laquelle est réunie par contraction la finale A-L. Ce mot, la finale al, donc A-L, ce mot pris comme verbe nominal dans azol exprime l'action de se porter avec rapidité d'un lieu à l'autre, de communiquer par sympathie, de la même manière que l'étincelle électrique. Dikela, D-I-K-E-L-A-H. On trouve dans ce mot deux racines contractées. Donc j'ai entretiré moins ou tiret, entre parenthèses DK-KL. Par la première, on doit entendre une raréfaction poussée jusqu'à l'extrême subtilité. Par la seconde, une légèreté élevée jusqu'à la simple consistance du son. On sait bien qu'il n'existe point dans aucune de nos langues modernes de mots capables de rendre les idées attachées à ceux de Dikela, d'Osal, d'Adoram. Car, quels que soient les gaz, les fluides de nos physiciens, quels que soient les gaz, les fluides que nos physiciens aient découverts, ils n'ont pas encore atteint jusque ceux connus des prêtres de Thèbes. Ainsi, les deux mots d'Osal et de Dikela indiquent l'alliance d'une extrême raréfaction du milieu alliée à une extrême tension du feu igné électrique. C'est une des plus belles révélations que nous ait faite l'ésotérisme antique. Avis aux alchimistes. Je sais pas les amis, mais là franchement c'était un petit peu technique, c'était super intéressant. Donc pareil, si vous voulez un petit peu dynamiser ce texte, dynamiser cette vidéo et que vous êtes encore là à ce moment où je vous parle après un peu plus d'une heure, franchement vous pouvez mettre un petit like ou peut-être même un petit commentaire pour booster un petit peu cette vidéo. Comme vous savez, pour les algorithmes, j'ai toujours une personne qui me met pour l'algo, c'est super sympa. Et voilà, mais là c'est quand même, ça commence à rentrer un petit peu dans des choses un peu techniques, donc c'est vachement sympa. Donc il va finir par « Les quelques pages qui précèdent sont écrites par les étudiants avancés de l'occultisme. Elles sembleront sans doute déraisonnables aux gens dits positifs. » Voilà, il finit ce chapitre par cette phrase-là. C'est quand même très sympathique. Voilà. Il nous met aussi ici un cliché astro et la prophétie. Les clichés astro et la prophétie, je vais vous mettre cette image parce qu'elle est assez sympathique aussi. On va passer après sur les prochaines vidéos, chapitre 6, des êtres qui habitent le plan astral. Qu'est-ce qu'une apparition ? Donc vous voyez, il en a parlé au tout début et on va pouvoir un petit peu suivre ça. En tout cas, merci d'être toujours présent, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je suis très contente d'avoir un petit peu plus de choses intéressantes sur ce livre. Là, les cas étaient vraiment rigolos, vraiment sympas, il n'y avait pas trop de longueur en plus, j'ai trouvé. En tout cas, pour ma part, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour la suite de la lecture sur Livres ésotériques anciens. À bientôt!